Donc là, ça a l'air de se lancer. Vous avez reçu un message audio, Dominique, comme J'ai quoi reçu le l'enregistrement message a été audio et lancé. j'ai validé OK sur la petite fenêtre. Super, merci beaucoup. Bon, eh bien, je vous propose de nous lancer. Donc, Dominique, je le disais à l'instant, je vous ai vu pour la première fois au lancement de la journée de rentrée du mouvement Impact France. C'était en septembre l'année dernière. Vous êtes docteur en management de l'université de Newcastle, vous me corrigez, hein. Également professeur à Grenoble École de Management, titulaire d'une chaire de l'UNESCO pour une culture de paix économique. Et vous êtes un ex-officier pilote de chasse, anti-chasse, de l'aéronautique navale. Vous êtes aussi visiblement coach d'équipe olympique. Je suis très curieux aussi de cette casquette, puisque moi-même je suis coach d'équipe, certes pas olympique, en tout cas pas officiellement. Voilà, donc quelques mots peut-être pour vous présenter, quelques mots peut-être pour présenter également l'intention et le cadre de cet entretien euh, autour de la tribu Ubuntu, un lieu nantais qui est dédié à la transformation personnelle des dirigeants pour leur donner envie que le levier de transformation personnelle soit un des mouvements clés à l'intérieur pour changer l'extérieur et donc changer son entreprise, peut-être aussi continuer à s'ancrer et s'aligner. Et puis, c'est aussi des interviews de leaders et de dirigeants inspirants. Et c'est dans ce cadre-là, Dominique, que j'avais très envie de vous entendre et de vous interviewer, puisque visiblement, le développement de la personne n'a pas été un petit levier dans votre cheminement personnel et professionnel. Qu'est-ce que vous avez envie de dire pour commencer, Dominique, de qui vous êtes au-delà de ces quelques étiquettes que j'ai lancées au vol? Euh, on est dans un monde qui valorise beaucoup les réussites. Et souvent, quand on raconte mon parcours ou quand quelqu'un comme vous introduit mon parcours, j'ai des questions qui arrivent après qui me disent, mais pourquoi vous avez fait ce parcours-là? Et je n'ai pas d'autre réponse que de dire, je n'ai pas vraiment choisi. Je n'ai pas vraiment choisi, c'est pas une plainte, c'est pas une soumission, c'est plus que dans mes réflexions personnelles au fur et à mesure de ma vie, y compris de jeune ado jusqu'à jeune adulte, jusqu'à plus tard, la question était toujours pour moi plutôt de qu'est-ce qui pousse à l'intérieur, vers quoi je vais. Je vais prendre deux exemples, puisqu'ils sont ou trois exemples. Quand je suis en fac des sports en France, mixé avec un parcours en psycho et que je décide de devenir pilote de chasse, on me dit non, mais tu n'as pas le profil, tu n'as pas le parcours, tu n'as pas fait de bac scientifique, etc. Et ma seule réponse va être ouais, mais là, c'est ça qu'il faut que je fasse. Quand à un moment donné, je Hmm. décide de quitter ça en disant bah, je voudrais reprendre mes études et terminer une thèse en psycho, on va me dire mais c'est bizarre, pourquoi tu quittes les armées? Et moi, à ce moment-là, je vais travailler sur le sujet dont je reparlerai plus tard, sûrement, qui est entre puissance et vulnérabilité. Ma seule réponse possible, c'est je ne peux pas faire autrement, c'est ça qui me tire là en ce moment. Et quand la question de la paix elle va Hmm. arriver, c'est la même chose. Donc peut-être que la première chose que je vais évoquer de moi, c'est celle-ci. Je suis fondamentalement convaincu qu'on passe trop de temps à se poser la question d'identifier de manière rationnelle et extérieure ce qui nous est nécessaire. Alors, je vais jouer au propre, je vais prendre un premier référentiel. Je suis beaucoup plus proche de Spinoza en ça, qui dit on a un élan intérieur, il y a une puissance intérieure qui se développe, et une grosse partie du travail, c'est de voir ce qu'elle nous dit, au sens premier du terme. C'est pas une impression, c'est qu'est-ce que ça dit à l'intérieur, et est-ce que je vais avoir la lucidité de m'en rendre compte, la force de le mettre en œuvre ou le courage de mettre en œuvre ce que ça dit, parce que des fois, ça dit pas quelque chose qui va être facile à porter. Alors, cette petite voix intérieure, est-ce que tout le monde y est connecté? Et sinon, qu'est-ce qui a fait que vous y êtes plus connecté que d'autres? Quelles sont les En pratiques tout qui cas, vous y ont si tout le aidé, monde n'est pas peut-être? connecté, parce que je ne peux pas répondre pour tout le monde, je pense que c'est connectable pour tout le monde. Moi, qu'est-ce qui a fait que ça s'est connecté? Je crois que c'était assez simple, c'est que la violence des tensions intérieures, des angoisses, de l'anxiété, du stress et de la peur a fait qu'à un moment donné, je me suis dit, bon sang, mais c'est pas possible d'être dans un corps aussi balèze, avec des résultats sportifs aussi Hmm. bons, et de temps en temps se retrouver à avoir autant la trouille. Et c'est devenu mon sujet de recherche, puisque mon sujet principal tout au long de ma vie, c'est ce que j'intitule aujourd'hui entre puissance et vulnérabilité. Et la question de la paix, pour moi, c'est quelque chose qui joue entre puissance et vulnérabilité. Je vais prendre un parallèle. Tiens, tout à l'heure, j'ai fait un commentaire sur un post de quelqu'un qui disait j'en ai marre de la bienveillance. C'était ça l'intitulé de son post. Et j'ai fait un petit commentaire en disant mais le problème, c'est pas la. Donc, cette personne disait j'en ai marre de de la bienveillance, il faut aussi de l'exigence.
Et ma réponse a été de lui dire, mais en fait, le problème, c'est pas la bienveillance. Le problème, c'est qu'est-ce que je fais de la bienveillance? Si je fais de la bienveillance quelque Mm. chose qui me permet d'être toujours gentil, dit autrement, qui me permet de vouloir être bien vu, aimé, accepté, voire ne pas oser dire que je ne suis pas d'accord, alors c'est plus de la bienveillance. Et si exigence qui viendrait s'opposer à bienveillance, c'est ce qu'elle peut devenir de temps en temps, c'est-à-dire l'argument pour venir dire que ça suffit, il ne faut pas toujours être gentil, j'ai le droit d'être violent et humiliant, alors ce n'est pas de l'exigence non plus. Donc mon sujet, il a toujours été là en fait, mais il est vraiment parti, c'était mon point de départ, il est vraiment parti de ma propre vie et des tensions internes, et simplement de quelqu'un qui, sans chercher quelque chose d'autre, à passer son temps à se dire, mais qu'est-ce que je fais pour être heureux en fait? Comment je fais pour tenter de transformer à l'intérieur de moi ce qui me semble fondamental? Puis il se trouve que j'ai trouvé des pistes et des voies. Alors tout à l'heure, vous avez mentionné l'aéronautique navale, où j'ai été pendant 7 ans effectivement. Et c'est pareil, l'aéronautique navale est apparue parce qu'à l'intérieur, ça disait des choses, et dans ces choses, ça disait, bon, je suis toujours un petit garçon qui rêve de voler et qui à l'époque rêvait de voler. Mais je suis aussi un ex-jeune enfant germanophone de Moselle, la Moselle germanophone sur laquelle la France a mis des pressions régulières et violentes. Et ça ressort de temps en temps, puisqu'il n'y a pas très longtemps, c'est encore une fois revenu à l'Assemblée nationale qu'il fallait supprimer les prétendus avantages des Mosellans et des Alsaciens. Donc, et que passer par les armées, pour moi, mais je vais découvrir cette construction-là plus tard, était certainement à l'époque un moyen de montrer ma loyauté à la nation dans laquelle j'étais inscrit. Et on voit bien, ne serait-ce que si je prends ce bout-là, bah, qu'il y a encore une fois un enjeu puissant et vulnérable. C'est qui je suis dans tout ça, comment je me positionne, à quoi j'appartiens. Donc voilà, c'est vraiment le point central pour moi. Alors, c'est pas le parcours de tout le monde, ça n'a pas besoin d'être le parcours de tout le monde. En tout cas, ça a créé chez moi une conviction qui des fois bouscule certaines personnes, c'est que dans ma vie et dans mes croyances, l'expérience est première. Mm. L'une des idées pour moi d'aller faire ce métier de pilote de chasse, parmi tous les besoins et toutes les idées, c'était aussi de faire une thèse de doctorat après cette expérience pour aller parler de puissance et fragilité, non pas à partir d'une revue de littérature, mais à partir de ce que j'aurais vécu moi de puissant et fragile. Alors, généralement, les gens dans l'aviation de chasse, ils voient puissant, mais ils ne voient pas fragile, alors qu'il y a énormément de fragilité. Pour l'information, quand moi je suis dans la marine, il y a 80 pilotes, il y a entre 1 et 3 morts par an en temps de paix. Donc on est bien dans un lieu de puissance et de fragilité. Et je ne parle pas du temps de guerre où la fragilité augmente de façon conséquente. Donc voilà, il y a un mélange de tout ça et cette question de l'expérience. Tout à l'heure, quand vous avez abordé l'idée de passer ou de démarrer par soi pour la transformation personnelle, ben, en fait, peut-être que Oui. c'est ça mon témoignage principal. C'est que ma vie, je suis retombé, je termine ma phrase, c'est que ma vie n'a été qu'une tentative continue d'avancer sur ce chemin de transformation personnelle. C'est assez drôle parce que j'allais donc dire, j'ai retrouvé un bouquin que je m'étais acheté en 96 d'un prof de philo français qui avait écrit à destination de ses étudiants. Le bouquin s'appelait Qu'est-ce que penser? Et je me souvenais avoir répondu à tous les exercices qu'il proposait dans sa première, dans son premier chapitre. Et je me souvenais aussi avoir perdu le bouquin. Et je l'ai retrouvé il y a quelques semaines. Et j'ai été bluffé de lire ce que j'avais écrit. Donc j'ai 33 ans à l'époque, j'en ai 60 maintenant. J'ai été bluffé de lire ce que j'avais écrit à l'époque, qui est en fait, avec des mots un peu différents, mais très très similaires à ce que je raconte aujourd'hui. Donc ça m'a rassuré sur qui j'étais, avec une espèce de consistance, en tout cas, si ce n'est pas une constance, sur les feelings, sur les intuitions, sur les positionnements que j'avais déjà à l'époque, autour de grandes questions qu'est la liberté, la peine de mort, des choses comme ça, puisque l'exercice en est à réfléchir à comment se construisent nos opinions. Alors, ça me fait penser à un article que j'ai posté récemment parce que j'ai eu la chance de faire un magnifique travail avec un chercheur et accompagnant sur le concept de singularité. Quels seraient nos éléments stables de l'identité? Est-ce que vous avez un peu réfléchi du coup à cette question? C'est à ça que ça me fait penser quand je vous entends dire bah, finalement, je vois une forte cohérence entre ce qui était présent dans mon paysage intérieur à 33 et ce fil rouge à 60 est toujours là. Comment vous le nommeriez et qu'est-ce que vous auriez envie de dire à celles et ceux qui se posent la question de travailler sur leur singularité, que c'est utile, etc. Alors, est-ce que c'est utile? J'en suis plus que convaincu. Je vais pas faire comme ce que je n'aime pas quand les gens disent 1000%, 100%, c'est déjà le maximum de la chose. Donc, j'en suis totalement convaincu.
que c'est non seulement utile, mais je pense nécessaire. Tout à l'heure, j'avais un rendez-vous, j'accompagne un dirigeant et j'avais un rendez-vous avec lui. Et je pense que c'est nécessaire pour une raison enfin, il y a des raisons multiples, mais il y en a une pour moi qui est majeure, c'est que notre système bio-physio-psychologique est constitué pour notre survie, et que cette constitution de survie fait qu'on a une émotion majeure qui est là pour nous protéger, c'est la peur. Et Hmm. malheureusement, ce système qui est le plus réactif, hein, si vous regardez toutes les séries d'humour qu'il y a à la télévision, quand on surprend les gens, là j'en ai vu une il n'y a pas longtemps parce que ma femme est passée à Annecy dans un endroit et un gars s'était déguisé en pot de fleurs, bien fait manifestement avec un billet de 20 € devant le pot de fleurs. Et quand ma femme et ses neveux passent devant le pot de fleurs, il tend la main quand eux vont ramasser le billet et ça les fait sursauter. Si la raison dominait, ils n'auraient pas sursauté. Si la raison dominait, ça les aurait fait sourire. En fait, ils ont sursauté et ensuite ils ont éclaté de rire. D'abord, j'ai le geste de peur qui vient, puis ensuite j'ai la peur qui se libère, peut-être même aussi un peu l'impression d'avoir été les ridicules qui vient se protéger derrière le rire. Donc, il y a non seulement l'expérience est première, mais l'émotion va être aussi, elle, alors si je rentrais dans le détail académique, pas tout à fait première, puisque ce qui va être premier, c'est l'événement. Mais Hmm. juste après l'événement, va apparaître l'émotion qui va venir labelliser ce type d'événement pour que je puisse mieux y réagir. Donc, si je reviens à ma peur, maintenant que j'ai digressé un petit peu, eh ben, pour moi, une énorme partie de ce travail intérieur, certainement la partie majeure, va être en fait ma capacité à me rendre compte que la raison fondamentale de certains comportements, pensées ou choix que je vais faire, si je n'y prends pas attention et si je ne fais pas ce travail de développement intérieur, ça va être la capacité de gérer mes peurs. Et malheureusement, si je n'ai pas de travail intérieur, eh ben, je vais avoir une gestion de mes peurs qui va être très inconsciente. Je pense qu'une grosse partie le reste, mais qui va être très inconsciente et qui va me faire faire des choses que je n'apprécierais pas forcément. Ça, pour moi, c'est la raison fondamentale. Au-delà de cette raison fondamentale, on voit bien que les êtres humains développent un ensemble de stratégies pour y faire face. Il y a deux grandes stratégies qui sont développées habituellement, qui permettent habituellement voulant dire quand il n'y a pas ce travail intérieur, il y a la stratégie de gestion par la prise de pouvoir. Prise de pouvoir voulant dire d'une autre manière, comment est-ce que je fais pour contrôler ce qui arrive autour de moi, parce que j'ai cette sensation, cette croyance que plus je vais contrôler de choses, mieux je gérerai mes peurs. Dans la réalité, plus je contrôle de choses, plus je vais ériger de murs qui vont éviter aux peurs de venir m'impacter, mais qui vont éviter aussi que je ne me rende compte de qu'est-ce qui me fait peur, d'où l'intérêt de la fragilité. Et puis, si je reprends, puisque j'ai essayé de construire une représentation intellectuelle des choses, donc j'ai un fondement, c'est ces émotions, et dans ces émotions, ces peurs, j'ai des stratégies qui sont soit la prise de pouvoir ou le contrôle, et de l'autre côté, la fuite ou la soumission, qui sont des stratégies assez spontanées chez les êtres vivants. Et au-delà de ça, j'ai un grand véhicule qui nous emmène dans tout ça, c'est le grand paradigme social dans lequel on baigne, qui est devenu presque universel et qui est fortement dominé par le monde occidental, c'est-à-dire un paradigme qui dit, je vais boucler sur la question de la paix, je vais rentrer par là, qui dit par exemple que la paix est un espace entre deux guerres, ce qui sous-entend que nous serions des êtres humains d'abord agressifs et qu'on a besoin de faire des pactes, puisque l'étymologie de la paix, c'est un pacte, et qu'on a besoin de faire un pacte pour avoir un petit peu de paix. Euh, là où, euh, là où d'autres cultures disent que la peste en fait une essence et pas une conséquence, et que cette essence, elle est le fondement de notre humanité sur laquelle vient se poser les scories qui désagrègent. Alors, je ne suis pas en train de poser la question de savoir qui a raison, je suis juste en train de dire en tant que chercheur, si deux endroits de la planète disent des choses différentes, c'est donc qu'il n'y a pas universalité, et que ça ne porte pas sur Hmm. tout le monde. Donc, la façon que nous avons de voir la paix, va venir teinter ce paradigme occidental qu'on va retrouver, puisque ça sera mon monde après, qu'on va retrouver dans le modèle économique, qui lui va dire que nous sommes avant tout des homo economicus, c'est-à-dire des gens qui n'agissent que pour leur intérêt bien compris. Et donc, comme mon voisin, s'il est sympathique, certainement qu'il est sympathique parce qu'il en attend quelque chose. Mais que les dimensions de bienveillance et d'altruisme sont certainement très lointaines et très exagérées. Et si je passe par là, je ne sais plus quelle était la question de réponse, mais on voit bien qu'il y a... Si la question de départ, c'était de l'intérêt de travailler sur soi. Ben, pour moi, l'intérêt de travailler sur soi, c'est ce que je disais à l'instant. Par nature, on est constitué de ce système biopsychophysiologique qui nous maintenait en vie à travers cette émotion fondamentale qu'est la peur, qui est nécessaire, qui est tout à fait utile.
Mais comme elle est là, elle va nous entraîner dans des comportements particuliers qu'il faut apprendre à identifier. Donc, regarder, être capable, au-delà de la peur, de regarder quelles sont mes propres stratégies dans ces situations-là, pour mieux les connaître, pour mieux les détecter, et puis à un moment donné, pour me poser la question de savoir si ma stratégie est ajustée ou pas ajustée, si j'ai besoin de la corriger, voire de la corriger a posteriori, parce qu'à un moment donné, j'aurais agressé, humilié, insulté quelqu'un, et qu'il va falloir que je le rétroprénale, et prendre mon courage à deux mains pour dire à la personne que vraiment je me suis fourvoyé au mauvais endroit. Et tout ça pour venir sur mon travail d'aujourd'hui, qui est de dire bah, ce grand paradigme, dont l'institution la plus hégémonique aujourd'hui, c'est notre modèle économique occidental, qui a pris la main sur tout. Si vous regardez, l'économie a pris la main sur tout. C'est devenu ce que Patrick Vivray appelle la grande maison. Et la grande maison, c'est quoi? Bah, c'est l'économie totalement hégémonique, principalement focalisée sur la finance d'ailleurs, et qui a pris la main sur le politique, sur la nature, sur le sport, sur les arts, sur l'éducation, sur la vie. La semaine dernière, j'étais dans une conférence et les gens parlaient de l'éducation et ils parlaient de la nécessité des universités à travailler à l'employabilité. Je suis persuadé que les universités ont à travailler à l'employabilité. Malheureusement, elles ne font plus que ça. Et elles ont oublié le principe fondamental des universités, qui était de travailler à la connaissance, de travailler à la recherche, de travailler à la citoyenneté, de travailler à la sagesse et de travailler à l'employabilité. Donc il y a tout un ensemble de choses bien au-delà de l'employabilité. En tout cas, Alors, ce paradigme-là vient tout couvrir et à un moment donné, partant du principe que l'économie est fondamentale, non pas dans sa dimension hégémonique, mais Patrick Vivray nous parle de remettre la petite maison dans la grande maison. C'est-à-dire que cette économie qui est la petite maison à partir de son étymologie de la bonne gestion de la maison, ben on la réintègre dans la grande maison qui est le vivant. Et si elle reprend sa place dans le vivant, alors elle reprend sa place pleine et entière qui est de contribuer au bien commun et pas de contribuer à l'intérêt personnel. est-ce que votre message a de plus en plus d'écho? Et si oui, il en a auprès de qui? Est-ce que Alors, vous pourrez... il en a de plus en plus, de façon non pas surprenante, parce que je m'y attendais, c'est bien pour ça qu'on a eu cette stratégie, de façon donc non surprenante depuis que nous sommes une chaire UNESCO, il a plus d'impact à l'international qu'il en a quasiment en national. Ok. Je ne sais pas encore complètement dire pourquoi. Peut-être parce que l'herbe est plus verte ailleurs, donc quand un Français arrive ailleurs avec un concept nouveau, c'est un peu la même chose que chez nous, quand depuis que je suis jeune, on entend dire que les Américains sont bien plus forts que les autres. Peut-être que c'est juste cet effet de l'herbe verte, je ne sais pas. Mais il y a vraiment un impact. Il y a un impact dans le sens où on voit bien qu'on est passé d'un sujet, on a démarré les réflexions en 2008-2009, on crée la chaire en 2012. Je ne vous cache pas qu'on a passé un certain nombre d'années à traiter de rigolos, de bisounours et ainsi de suite, hein, en travaillant sur paix et économie. Hmm. Ça, c'est fini. Peut-être que le premier indicateur qui dit qu'il y a un impact, c'est le suivant. Au tout début, cette chaire s'appelait Mindfulness, bien-être au travail et paix économique. Paix économique était à la fin du nom, parce que les premiers dirigeants qui nous ont soutenus nous ont dit, OK, on vous soutient, mais votre histoire de paix économique, là, on n'y comprend rien. Mettez-le à la fin du titre, là, on ne comprend pas. Deux, trois ans Ok. après, dans une réunion annuelle, ils nous ont dit, écoutez, on croit qu'on a compris. Est-ce que vous pouvez mettre paix économique devant? Donc la chaire a changé de nom. Elle s'est appelée paix économique, mindfulness et bien-être au travail. Qu'est-ce que Deux vous ans avez après, compris? ils avaient compris. 2 ans après encore, ils nous ont dit, écoutez, en fait, notre sujet, c'est la paix économique. Donc, si vous voulez bien enlever le reste et que cette chaire devienne la chaire de la paix économique, ça serait vraiment fabuleux pour nous. Donc, on voit bien que dans cette histoire-là, bien sûr qui n'est pas forcément généralisable, mais on voit bien que dans cette histoire-là, ces dirigeants qui tout doucement ont eu le temps de pouvoir s'acculturer à la question de la paix économique, bah, ça a pris. J'ai un autre indicateur qui me permet de le dire comme ça, c'est que sur les 5 entreprises fondatrices, on est à la fin des 12 ans, c'est des engagements de 3 ans, puisque les entreprises font des dons pour que cette chaire puisse exister. Eh bien, on arrive à la fin des 12 ans, on en a 4 encore sur les fondatrices qui sont présentes, et l'une des 4 a déjà re-signé pour partir aux 3 ans complémentaires à venir. Les autres, à mon avis, devraient suivre aussi. Ce qui veut dire pour Alors, nous, elles ne le font pas pour notre joie, elles le font certainement parce qu'elles en tirent quelque chose. bien sûr. Et alors, qu'est-ce que la paix économique, ou en tout cas, qu'est-ce qu'ils en comprennent? Comment eux le définiraient, la paix économique? Et est-ce que c'est fidèle à ce que vous aviez imaginé? Alors, je ne vais pas dire que c'est fidèle à ce qu'on a imaginé, excusez-moi de rebondir à cet endroit-là, parce que quand on a créé la chaire, notre intention n'était pas, en tant que chercheur, de poser un modèle et de dire voilà ce que c'est que la paix économique, vous allez l'appliquer. Notre point de départ était de dire là, il y a un truc qui ne nous convient pas, c'est qu'on parle continuellement de guerre économique, c'est qu'on enseigne la guerre économique, c'est qu'on crée une culture
d'opposition, d'agression, d'hyper-compétition, d'hyper-financiarisation, d'hyper-exploitation. C'est-à-dire, si je reprends mon mot de départ, on a créé un paradigme autour de ce que doit être l'économie qui ne nous convient plus. Et notre point de départ en 2008, c'était de nous dire, puisqu'on a fait ça avec un autre collègue, c'était de nous dire dans une discussion de café, si on continue comme ça, on va à la guerre. C'est ça qui a fait beaucoup rire en fait au début. Parce que à la guerre réelle, j'entends, hein. Ouais. Et, et en fait, et en fait quand on a créé la chaire, l'intention de départ, c'était sûrement pas d'être ceux qui savent, c'était de dire, est-ce qu'on peut, c'était de dire, c'est les chercheurs et les dirigeants, c'était conjointement de se dire, est-ce qu'on peut créer un lien, un lieu, pardon, où ensemble, on va réfléchir ce qu'on voudrait comme type d'économie. Le point de départ de cette chaire, c'était pas une connaissance, c'était plutôt une ouverture, c'était un vide, c'était un endroit qui dit, ben, si en phase de guerre, il y a paix, alors en phase de guerre économique, on doit être capable de penser la paix économique. Et cette chaire, elle s'est créée, et c'est encore le cas, c'est une chaire qui est en continue construction, en fait. Continuellement, on travaille avec mes collègues et avec les dirigeants sur ben, qu'est-ce que ça dit pour vous, qu'est-ce qui se passe chez nous, comment ça vient se renforcer, comment ça vient se contredire. Alors, il y a un exemple qui est très facile, hein. Le monde académique étant ce qu'il est, il a tendance à théoriser. Le monde de l'entreprise étant ce qu'il est, il a tendance à hyper opérationnaliser. Donc, on s'est trouvé très souvent dans un débat des patrons nous disant vous êtes trop fumeux et nous leur disant mais vous êtes beaucoup trop le nez dans le guidon sans être capable de lever la tête. C'est un peu pour caricaturer, Ouais. mais ça a quand même une forme de réalité. Et doucement, en travaillant avec eux, ben, on a avancé sur des définitions de la paix économique qui viennent s'emboîter les unes les autres. Je vais vous les donner maintenant, puisque ça répondra un peu à votre question. La toute première définition qu'on a donnée, qui n'a pas duré très longtemps, au sens où elle n'a pas été unique très longtemps, c'était de dire la paix économique est une opposition à la guerre économique. Au sens premier du terme. Opposition, non pas la guerre économique n'existe pas, on n'est pas idiot et on n'est pas dupe. Opposition au sens la guerre économique, c'est pas viable. La guerre économique, son seul objet, c'est pouvoir et argent, et c'est donner à ceux qui ont déjà des privilèges, leur en donner encore un petit peu plus. Donc, dans paix économique, il y a très clairement quelque chose qui dit, et ça permettra à ce poste de tout à l'heure qui critiquait la bienveillance de me donner de pouvoir donner un argument. Ces bienveillance n'empêche absolument pas d'être ferme, direct et clair sur ce qu'on a à avancer sur ces désaccords. Et l'un de nos désaccords, c'était de dire, ben là, il y a des comportements économiques, soit des comportements de personnes, soit des comportements d'institutions ou d'entreprises qui ne sont pas tolérables. Je vais prendre des exemples au hasard, mais juste avant la Covid, une entreprise qui décide parce que ça lui permettra plus vite de mobiliser ses camions pour un projet qui vient de se déclencher, de se signer, d'aller jeter tous ses déchets dans une rivière, c'est pas paix économique. Pour prendre un exemple qui serait plutôt environnemental. Au début de la Covid, une multinationale basée en France qui annonce sur une semaine qu'elle va verser 4 milliards de dividendes et l'année d'après, et la semaine d'après qu'elle demande 900 millions d'aide à l'État pour chômage technique, c'est pas paix économique. C'est pas aux citoyens d'aller payer une aide à une entreprise privée qui vient de faire suffisamment de bénéfices pour verser 4 milliards de dividendes. D'avoir une entreprise qui décide de mettre en place une ambiance managériale ou une culture managériale suffisamment contraignante pour qu'à un moment donné, les employés d'eux-mêmes décident de partir, trois petits points, voire de se suicider, c'est pas tolérable et c'est guerre économique. Donc on voit bien que dans le monde économique, il y a tout un ensemble d'actions, d'activités, de comportements, de décisions qui fondamentalement ne contribuent pas au bien commun. Et cette première Et alors, définition. est-ce que l'objectif au départ, c'était faire un peu une charte des droits de l'homme et de la femme, j'ose rajouter, cette fois sur l'économie et de se donner des bonnes pratiques et tenter de les diffuser dans la société tel que cherche à le faire, par exemple, aujourd'hui le mouvement Impact France? Est-ce qu'il y avait un but quelque part d'influence, un but politique d'une certaine façon, au sens vraiment noble du terme? Alors, oui et non. Le oui, je vais aussi le tempérer. C'est un oui, mais au départ, il n'est pas encore présent, puisque notre oui de départ, c'était une vraie volonté d'ouverture. J'ai fait une conférence la semaine dernière et j'ai terminé à un moment donné cette conférence à partir d'une remarque qu'on m'a faite pour dire attention, il n'y a pas dans la paix économique de question morale. On n'est pas là, nous, pour dire qui sont les bons, qui sont les méchants. J'ai quitté à un moment donné, il y avait dans un ministère français tout un travail qui s'est fait sur plusieurs années sur l'économie sociale et solidaire. J'ai quitté ce travail quand un jour j'ai dit maintenant ça suffit, je m'en vais parce qu'à chaque fois que je viens à ces réunions, ce que j'entends, la petite musique, c'est ici on est les bons, ceux qui travaillent sur l'économie sociale et solidaire, dehors c'est les salauds. Ça pour moi c'est pas possible, c'est pas tolérable. Pour une raison qui est assez simple,
c'est l'anthropologie sur laquelle on se fonde. Nous, c'est la question du lien. C'est de voir les humains comme des êtres en lien et pas voir les humains comme des êtres en opposition. Si c'est le lien qui est fondamental, alors je peux condamner un comportement qui ne me convient pas, mais je ne vais pas tuer le lien, c'est-à-dire faire disparaître la personne. Quand j'ai tué le lien, Hmm. c'est pas exagéré, hein. Il y a 3 semaines, j'étais à Londres dans un dîner pour travailler sur la paix. À un moment donné, un des convives a fini par dire bah, tout ça, tout ce dont vous parlez, alors je n'étais pas seul à parler de la paix, c'est très bien, mais avant que la paix s'installe, chez nous, c'est possible parce qu'on est démocratique, mais d'abord, il faut tuer les diables. Ça c'est d'une violence inouïe. Enfin, je n'arrive Hmm. pas à voir comment on peut penser la paix en démarrant la démarche par tuer l'autre. Donc, il y a vraiment ce travail important. Je me suis un peu perdu parce que j'étais parti sur la définition. C'était quoi votre dernière question? Ah oui, Non, c'était. non, bah, je veux bien, allez-y, je veux bien la définition actuelle. Alors, il y en a une Et je me deuxième. demandais, oui, et je me demandais, du coup, je fais le lien comme ça, peut-être que les deux vont venir ensemble. Euh, est-ce que, il y a une intention assez vite ou qui est venue assez vite de finalement cette recherche, on a envie qu'elle soit connue, et puis surtout, même si j'entends bien qu'il n'y a pas de question de morale, ça peut être l'idée de commencer à distiller un autre référentiel, qui est le Tout à fait. référentiel par défaut d'Adam Smith et compagnie, qui commence à montrer ses limites maintenant qu'on est dans le très très dur en termes d'écologie, pour ne parler que de ça. Très clairement, pour prendre un mot qui est très utilisé en ce moment, il y a une volonté très vite de dire il y a un autre imaginaire possible. Hmm. Si je le redis avec des mots académiques, il y a un autre paradigme possible. Et donc, je vais arriver aux définitions, mais il faudra que je vous donne les quatre quand même au total, mais je vais quand même arriver aux définitions en vous donnant les fondements sur lesquels on est inscrit. Le premier fondement est très Ok. clairement le fondement anthropologique, qui nous sommes en tant qu'êtres humains. Et je vais faire une comparaison entre le fondement anthropologique qui soutient le modèle économique actuel et celui que nous on pose. Celui qui soutient le modèle économique actuel, c'est très directement le fondement d'Homo economicus, c'est-à-dire d'un être humain pour qui l'ensemble des comportements, des pensées, des verbes et des actions n'ont pas d'autre intérêt que son intérêt personnel. Ce qui donne tout ce qu'on voit autour de la compétition et ce qui va donner cette dimension anthropologique, c'est là où c'est important, un vrai regard sur le monde, vu comme étant une vérité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la vérité du monde occidental, c'est l'homme est un loup pour l'homme, point. Pour la petite parenthèse, aucun auteur n'a jamais dit l'homme est un loup pour l'homme, hein. Le deuxième qui est cité, il y a eu Claude d'abord, je ne vais pas prendre de temps pour les développer tous. Le deuxième, c'est Hobbes. En fait, Hobbes, dans le livre qui s'appelle Du citoyen et non pas dans le Léviathan tel que tout le monde le dit, Hobbes, dans Le Citoyen, dit parfois l'homme est sacré pour l'homme, parfois l'homme est un loup pour l'homme. Ça me va bien. Ça, c'est la vie. L'être humain naissant naît avec deux potentiels, un potentiel bienveillant collaboratif et un potentiel agressif. La véritable question, et c'est pour ça aujourd'hui qu'on s'appelle pour une culture de paix économique, la véritable question, c'est quelle culture je vais transmettre à cet humain qui arrive sur Terre. Si je lui donne une culture hyper agressive, bah, je vais en faire un agressif. Et il n'aura pas d'outils au sens de comportement, il n'aura pas les moyens, il ne sera pas équipé. Regardez, je vais prendre un exemple très facile, hein. Quand je dis il ne sera pas équipé, on en est toujours là. C'est quand même pas facile pour un homme d'exprimer ses émotions. Et Hmm. si jamais il exprime des émotions un peu sensibles, il va se faire traiter de gonzesse. Excusez-moi, mesdames. C'est toujours pas facile pour une femme manager d'exprimer sa colère. Parce que si elle exprime sa colère, on va lui dire que c'est un garçon manqué. Donc, on voit bien et pourquoi ce sont ces réponses-là qui arrivent? Ben, parce qu'on n'a pas d'autre équipement. Ça, c'est le sac à dos qu'on nous a donné. Donc, l'idée de Hmm. la culture de paix, c'est bien ça. C'est de dire si le fondement anthropologique nous dit non pas l'homme est un loup pour l'homme, mais parfois je suis l'un, parfois je suis l'autre, alors il est fondamental, puis je vais aller très directement en faisant un bond avant, de former et d'éduquer différemment nos futurs managers et nos nouveaux leaders si on veut avoir d'autres causes ou d'autres effets, pardon, aux causes initiales. Puisque si les crises qu'on traverse sont liées à hyperfinanciarisation, hypercompétition, hyperexploitation, hyperglobalisation, hyperconsommation, ce qu'on appelle nous les hyper, si ça génère les crises de l'environnement, du climat social, économique et ainsi de suite, alors il faut absolument transformer radicalement cette éducation. Sinon, on aura toujours la même cause, mêmes effets. Et on voit bien que cette cause, elle est quoi? Elle est une culture particulière qui a voulu nous faire croire, à travers tout un ensemble d'écrits, que la nature humaine est une nature fondamentalement agressive et fondamentalement égoïste. Donc notre paradigme à nous, on ne l'invente pas, hein, c'est le paradigme de l'anthropologie. L'anthropologie, elle nous dit quoi maintenant depuis plusieurs dizaines d'années? Elle nous dit ben, l'être humain qui naît a deux potentiels. Alors elle ne nous le dit pas parce qu'elle le pense, elle nous le dit parce qu'elle constate dans son observation depuis la paléoanthropologie jusqu'à l'anthropologie moderne.
Elle nous dit l'être humain a deux potentiels, un potentiel agressif et un potentiel collaboratif. Simplement, il ne nous est pas présenté sous le bon terme. C'est-à-dire qu'on nous dit que c'est le potentiel agressif qui est premier, alors qu'en fait, l'anthropologie, et je donnerai un exemple tout à l'heure, c'est le potentiel collaboratif qui est premier. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qu'elle nous dit, c'est, ben, mesdames et messieurs, quelle éducation donnez-vous à vos enfants? Si je continue d'avoir un système éducatif qui fait croire à tout le monde que seuls les cours de maths et physique valent et que le sport et l'art ne vaut rien, et qui à la fin dit, mon fils ou ma fille, montre-moi sur cette pyramide que tu vas monter le plus haut possible, parce que si tu montes, ça voudra dire que tu vaux quelque chose. Sous-entendu, si tu n'es pas tout en haut de la pyramide, tu ne vaux pas grand-chose. Puis sous-entendu encore, s'il te plaît, va le plus haut possible pour me rendre fier, parce qu'à la fin, c'est quand même mon ego qui doit se faire illustrer. Tant qu'on aura une éducation qui dit ça, plutôt que de dire à nos enfants, regardez la vie, c'est de la vie ensemble, et la vie ensemble, elle se déroule sur une forme de cercle. Quelle place allez-vous prendre sur ce cercle et à quoi voulez-vous collaborer? C'est-à-dire que cette question qu'on pose à nos enfants de dis-moi qui tu veux devenir doit se transformer dans une culture de paix à quoi veux-tu collaborer? Et à quoi veux-tu collaborer? Il y a de la place pour tout le monde, dans tous les secteurs, dans tous les domaines, dans tous les niveaux de compétences, dans tous les niveaux d'intelligence. Partout, chacun d'entre nous a de quoi collaborer à quoi? Ben, à la vie heureuse ensemble. Dit dans un mot économiste, au bien commun, mais dit dans un mot à la Robert Misrahi ou à la Spinoza, la vie heureuse ensemble. C'est la seule option. Et donc, ces définitions ont bougé à partir de ce premier socle. Mais je vais continuer avec mon histoire de socle. Le second socle, c'est quoi? Si on part d'une anthropologie qui dit donc, c'est avant tout la vie ensemble qui compte. J'ai oublié quelque chose, excusez-moi, c'est le lien qui compte. Que nous dit Hannah Arendt et que nous disent Philippe Descola, ils nous disent, mais en fait, partout sur cette planète, nous ne sommes pas que des êtres humains, nous sommes des êtres en lien. Et nous sommes des êtres continuellement interconnectés. Avec quoi? Ben, avec les autres humains, avec les non-vivants, avec les non-humains, pardon, et au-delà de ça, avec l'ensemble du vivant. Et cette interconnexion, elle est continue et elle est indéfectible. Donc, la chose, Comment, c'est le lien. comment, comment vous l'avez contacté personnellement, ça, Dominique, au-delà de la théorie, si vous l'avez senti dans votre chair à un moment de votre vie, l'interdépendance, puisque De c'est, de façon assez simple et directe, moi je viens d'une famille de paysans des deux côtés et d'un père bûcheron. ok, Et quand on passe son enfance dans la forêt avec les arbres, à entendre quelqu'un qui vous raconte comment ça pousse, ce que c'est comme race, éventuellement comment on peut se soigner avec ci, avec ça, comment les animaux fonctionnent dans tout ça, bah, à un moment donné, ça fait juste partie de qui vous êtes parce que c'est là, quoi. Et vous êtes inscrit là-dedans, vous. et, et est-ce qu'il est possible de sentir cette sensibilité, cet éveillement, cet émerveillement, ce sentiment profond d'interdépendance autrement qu'en ayant grandi au contact du vivant, Oui, comment bien faire sûr. avec Bien sûr, les il y a des dirigeantes tas de aujourd'hui? façons, il y a des tas de façons de le connecter. Mais du coup, vous me renvoyez à mon sujet principal, qui est la question puissant et vulnérable. Parce que dans cette Bien. question puissance et vulnérabilité, bien sûr que la vulnérabilité est fondamentale. Vulnérabilité, fragilité, sensibilité. Je vais prendre le mot de sensible, ça va me permettre de dire pourquoi c'est fondamental. Alors le comment, puisque vous posez la question, est-ce que c'est possible? Le comment, il y a des tas de façons. Tous les arts ne sont là pour moi principalement pour ça. Ils sont là pour une expression particulière. Et cette expression, c'est ma connexion au vivant, c'est ma connexion à la beauté, c'est ma connexion au réel, etc. Mais les relations avec les autres, les liens d'amitié, l'amour, en tout cas les grandes valeurs que sont autour de ces gros mots-là, sont Hmm. fondamentales. Fondamentaux, je ne sais plus quel mot j'ai mis avant. Et je vais venir sur la question du sensible. Pour moi, la question du sensible au sens être sensible aux choses, Oui. euh, je, c'est moi qui ai amené cette question, en tout cas dans cette école-ci. Je vais avoir l'arrogance de penser que dans le monde du business, à partir de 2005-2006, j'ai commencé à en parler, à l'intégrer, puis c'est devenu le cœur en fait de cette chaire quand elle est née, cette question de la pleine conscience. Pourquoi j'ai amené la question de la pleine conscience? Parce qu'elle amène à la question du sensible. Et pourquoi la question du sensible est fondamentale? Ben, je vais prendre l'opposé de la question de la paix, parce que dans tous les systèmes d'agression, la première chose qui est faite, c'est de vous insensibiliser à celui ou à celle que vous allez devoir détruire. Dans toutes les Hmm. guerres, et je vais prendre trois exemples décalés, dans la guerre d'Ukraine, la première chose que nous dit M. Poutine, c'est les Ukrainiens sont des nazis. Bah, donc un nazi, ça peut se détruire, c'est pas très grave. Oui. Dans la déforestation en Amazonie, M. Bolsonaro nous dit c'est du bois, c'est pas une forêt, c'est du bois.
C'est pas pareil du bois, hein. Le bois, c'est un Bien matériau sûr. de bois qui est un meuble. Une forêt, c'est vivant, il y a des gens qui habitent à l'intérieur, il y a des animaux, etc. Et puis je prends un Hmm. dernier exemple. J'ai pris la vie humaine, j'ai pris la vie de la nature, je vais prendre la vie animale. Un Américain, quand il parle du bétail, il ne parle pas d'animaux, il parle de livestock. C'est un stock. Hmm. C'est quoi un stock? C'est quelque chose qui m'appartient, dans lequel je vais piocher et chercher de la matière pour me nourrir. Ben, ces trois façons-là, ce sont pour moi trois portes d'entrée pour nous insensibiliser à ce que nous allons devoir exploiter, l'autre, l'animal ou la forêt. Et Et alors, donc, comment vous resensibilisez les dirigeants que vous accompagnez, Dominique? alors il y a plein de manières différentes. Je crois que la toute première façon, ça a été de les écouter et d'entendre que les dirigeants qui sont venus à nous sont des dirigeants, je vais mettre des mots qu'ils n'ont pas forcément mis eux, mais c'est ce qu'ils exprimaient, Oui. sont des dirigeants encore aujourd'hui qui arrivent à nous en nous disant quelque chose qui pourrait ressembler à: je suis rempli de convictions humanistes, je suis Hmm. plein de convictions, malheureusement je n'arrive pas à les exprimer, parfois même je ne les identifie pas bien. En plus de ça, je suis dans un contexte économique qui est sacrément dur et agressif, et on attend de moi que je porte un costume de super-héros. Hmm. Je dirais aujourd'hui que la plus belle chose qu'on a réussi sans la viser au début, ça a été que de s'asseoir avec ces dirigeants et aborder l'ensemble de ces sujets, leur a permis tout doucement de déposer le costume et petit à petit d'en retricoter un nouveau et de se retrouver aujourd'hui avec des gens qui, au bout d'un certain nombre d'années, finissent par dire: non mais les gars, maintenant je sais qui je suis là, je suis toujours patron, je sais très bien ce que je veux, et je vais prendre un mot tout à l'heure d'une réunion. Et aujourd'hui, je ne fabriquerai dans mon usine plus rien qui ne soit pas utile au lien et à la vie. Si ce n'est pas utile, ce n'est pas choisi comme projet. Je vais prendre un deuxième exemple tout aussi réel, puisque ça, c'était une vraie conversation de ce matin. Nous avons un nouveau partenaire depuis quelques mois qui, lui, a choisi dans les trois grands critères qui lui permettent d'avancer sur ces nouveaux projets, donc qui utilise ce critère en amont d'un projet, quand on lui propose, en disant, bah, avant d'entrer dans le projet, on va voir s'il convient à nos systèmes de valeurs, à nos intentions, à notre stratégie, à notre plan de développement. Et en sortie de projet, pour s'assurer que le produit développé va être le bon, ils ont un critère majeur qui s'appelle pour nos enfants. Pour nos enfants, voulons dire, si vous venez à moi pour me proposer un projet, je vais me demander, avant de démarrer le projet, est-ce que si je développe ce projet, j'ai des chances que ça améliore la vie pour mes enfants? Et en sortie de projet, si ça n'a aucune chance, je laisse tomber. Et en sortie de projet, même chose. Alors, je vais prendre un exemple, puisqu'il a pris lui-même. J'ai fait une conférence là, à Hiroshima il y a, pas, il y a 2 semaines. Et ce monsieur était présent avec moi. Je peux la citer, hein, c'est l'entreprise MTB, qui est une entreprise du Nord-Isère qui fait du traitement de déchets industriels, qui est devenu leader dans les traitements de déchets. Et quand ils ont voulu créer un partenariat avec une entreprise japonaise, une première entreprise, donc le dirigeant français, M. Fusier, est allé au Japon, a rencontré cette première entreprise japonaise, qui, à cet argument de pour nos enfants, n'a pas cliqué, en disant: bon, ça ne m'intéresse pas, moi je suis là pour faire du business. Ils ont donc stoppé le projet. Puis ils ont relancé le projet avec une deuxième entreprise dans laquelle le dirigeant, dans un premier temps, a eu un petit peu de mal. Et au bout d'1 ou 2 jours de discussion, est revenu voir le dirigeant français à son hôtel. Et quand il a frappé à la porte, le français a ouvert et le japonais s'est plié en deux en lui disant: je viens vous présenter mes excuses. Quand M. Fusier lui a dit: mais vos excuses pourquoi? Ce monsieur s'est redressé en lui disant: écoutez, depuis que vous êtes là depuis 2 jours et que vous me parlez de tout ça, je viens, je crois, d'éclairer le fait que j'avais une véritable honte de continuer à envoyer mes déchets aux Philippines. Ça n'est plus possible aujourd'hui. Donc, comment est-ce que le sensible se travaille? Je veux Waouh. dire, moi, il est présent chez les personnes. Nous sommes là, nous, pour être des révélateurs de ça. Nous sommes là pour Hmm. donner des arguments, pour donner du vocabulaire, pour donner des assises à ces bonnes personnes. Excusez-moi de ce mot-là, mais moi, j'ai un regard sur le monde du travail qui est rempli de bonnes personnes. À chaque fois que je vais dans une entreprise, je ne vois que ça. Mais je Hmm. vois souvent des bonnes personnes qui n'ont pas les ressources, qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas les soutiens, qui n'ont pas les gens autour d'eux qui sont là pour leur permettre d'exprimer toute cette dimension. Parce Hmm. que la majorité des humains, tout ce qu'elle veut, c'est vivre bien et vivre heureux. Et Bien l'un des sûr. intérêts pour nous, c'est d'accompagner ces dirigeants pour qu'à un moment donné, ils endossent non pas le bon costume, mais le costume qu'ils ont envie d'adosser. Puis si ce costume correspond à nous, généralement, ils vont rester avec nous. Et une fois qu'ils ont endossé ce costume, eh ben, ils finissent par créer un espace que moi j'appelle un espace sécurisé. C'est-à-dire que mon entreprise devient un espace sécurisé pour faire quoi? Bah, pour une chose majeure, c'est que je puisse, moi qui suis employé de cette entreprise, dire ce que j'ai à dire. Et là, ça me permet de faire un petit pont avec la question de la pleine conscience, parce que tout ça, c'est très charnu. Je dis beaucoup Hmm. de choses, donc j'essaye de faire des ponts un peu éclairants, mais pourquoi cette question de la pleine conscience? Ben parce que le travail même de la pleine conscience,
qui est arrivé principalement à travers le monde de la thérapie, de la psychothérapie, a été très souvent saisi dans le monde de l'entreprise comme étant un moyen de gérer le stress. Hmm. Et c'est vrai que dans ces démarches, on voit apparaître par effet de conséquence des réductions de tension. Mais c'est un effet de conséquence. La démarche de pleine conscience n'est pas un outil de gestion du stress, c'est un effet de conséquence. Moi, ce que j'aimerais que les entreprises entendent, c'est ce travail sur la pleine conscience, c'est un travail sur le discernement intérieur d'abord. J'ai besoin de discerner ce qui se joue en moi, comprendre pourquoi j'ai Hmm. pris cette décision, comprendre ses émotions, comprendre ses opinions, pour pouvoir me relier au monde extérieur. Donc le travail initial de la pleine conscience, c'est un travail de mise en relation, principalement. Je me Hmm. remets en relation à moi pour me mettre en relation à l'autre et pour me mettre en relation au monde. Les détracteurs qui disent que c'est un travail très individualiste, pas du tout. Son objet, c'est bien la mise en relation avec le monde. Et ce dirigeant qui fait ce cheminement et qui tout à coup endosse le bon costume, qu'est-ce qu'il fait? Ben, en fait, il crée un espace dans lequel il dit à ses collaborateurs, sachez qu'ici, vous êtes en sécurité pour faire ce travail de lucidité. Et dans ce travail de lucidité, pouvoir faire la chose majeure que j'attends d'un de mes collaborateurs, c'est qu'il puisse me dire Ouais. ce qu'il va me dire. Et si mon collaborateur se sent suffisamment tranquille pour me dire ce qu'il a à dire, alors il va grandir et moi aussi. Et puis si je termine ma parenthèse de tout à l'heure, alors par effet de conséquence, il se sentira bien, il sera moins stressé. C'est-à-dire que la réduction de Hmm. stress va arriver parce que j'ai pu affronter ce que j'avais à dire, surtout si ce que j'ai à dire est conflictuel. Hmm. Il nous reste une dizaine de minutes, alors peut-être que j'ai envie de vous entendre sur, après avoir raconté tout ça, et ça pourrait durer des heures, ce serait quoi quelques, quelques conseils que vous auriez envie à donner des dirigeantes et des dirigeants qui veulent se mettre en chemin et qui hésitent parce qu'ils ont peur d'aller faire cette introspection, qui se disent mais si tous mes référentiels changent, je vais jamais m'en sortir et ça va ébranler tout mon entourage, et je vais divorcer, et mes salariés vont flipper, etc., etc. J'imagine que vous avez rencontré ça 1000 fois. Ouais. Qu'est-ce que, Alors vers quoi vous leur donnez? je vais faire un premier rebond qui me fait sourire avant même que je le lise parce que ça vient juste de me traverser l'esprit. Ce que Oui, vous me dites, ça me fait penser, quand j'étais plus jeune, à tous ces gens qui me disaient, mais moi, je ne vais pas aller faire de musculation, je n'ai pas envie de faire de gonflette et de devenir hyper balèze. Ma oui. réponse, généralement, pour l'étudiant en fac des sports que j'étais, c'était de dire aux gens, vous savez, avant que vos muscles deviennent balèzes, il va falloir en soulever des poids. Là, sur le chemin de développement personnel, avant d'en arriver à un point qui risquerait, puisque c'est ça la peur qui est derrière, de bouleverser trop vite tout le monde, ça Hmm. voudrait dire une capacité à lever des poids très très lourds dès le démarrage, ce qui ne sera pas le cas. Hmm, d'accord. Je crois que tout à l'heure, quand je disais que notre plus belle réussite, c'est la transformation qu'on a vue. Alors tout à l'heure, j'ai parlé des dirigeants, c'est la même chose chez les chercheurs, hein. C'est-à-dire que la transformation s'est fait des deux côtés des deux côtés de la relation, hein. Mais je crois que une des caractéristiques de cette transformation, c'est qu'elle prend du temps. Là, la chair a 12 ans, j'espère bien qu'elle va perdurer, j'espère bien qu'elle va grandir, j'espère bien qu'elle va essaimer, mais ça prend du temps. Hmm. Et c'est fondamental que ça prenne du temps parce que nous sommes des plantes. Pas pour nous critiquer, mais parce que tout à l'heure, je discutais avec un manager d'un chef de projet et mon propos était de montrer comment un jeune chef de projet un jour était arrivé jusqu'au burn-out parce que comme il était très, très bon, très efficace, on l'a fait beaucoup trop tôt monter en responsabilité jusqu'au moment où sa femme lui a dit, mais moi je m'en vais. Et quand sa femme lui a dit, je m'en vais, bing, il s'est effondré, le burn-out est arrivé. Ça, dans ma Hmm. traduction à moi, c'est une petite fleur sur laquelle on a tiré trop fort sur la tige et la tige vient de casser. Donc à tous ces gens qui auraient cette inquiétude, je leur dirais, écoutez, c'est certain qu'il faut du courage pour aller sur ce chemin-là. Hmm. Pour moi, le courage est un des mots fondamentaux à entendre. Puis je vais le placer à un endroit particulier. Je vais le placer dans la dimension du cœur, puisque c'est son étymologie. Il est ici, le courage. Il est pas là-haut. Il va falloir oser aller à cet Hmm. endroit-là. Et oser aller dans le cœur et oser aller dans le courage, ça veut dire, effectivement, il va falloir aller oser aller, pardon, dans ces zones de fragilité, ces zones de vulnérabilité. Mais elles ne vont pas me faire tomber, ok? Elles vont me faire avoir des hésitations. Mais si ça doit aider les dirigeants, hommes ou femmes, même si ce que je vais dire souvent parle plus aux hommes qu'aux femmes, entendez qu'un combattant, l'ancien pilote de chasse que j'étais, s'il n'est pas au courant de ses vulnérabilités quand il part au combat, il est mort. Mais il est mort presque tout de Hmm. suite. Il n'a pas d'autre choix que de connaître parfaitement ses fragilités s'il veut à un moment donné pouvoir avancer le plus tranquillement possible dans ce qu'il fait.
Puis je vais donner un autre parallèle, parce que de temps en temps, les questions de paix, de bienveillance, certains s'y engouffrent un peu trop vite voulant souvent dire, pour moi, confondent le bonnet gentil avec la véritable bienveillance qui, de temps en temps, va m'obliger au courage, va Mm. m'obliger à prendre des responsabilités qui seront lourdes et qui seront dures à porter. Mais au-delà de ça, donc, ça me permet de venir sur une autre étymologie qui est celle de ministre et qui est celle de samouraï, puisque samouraï, les hommes aiment bien en fait. Hein, quand on leur dit, j'ai une anecdote avec un dirigeant qui a une filiale en Russie, quand il a commencé à parler de paix économique, son patron russe lui a dit, non mais Antoine, moi j'ai dit Antoine maintenant, c'est pas grave. En tout cas, Antoine, ton truc là de la paix, c'est vraiment pas fait pour nous. Nous, on est des costauds, des balèzes, etc. Et là, la réponse qu'il lui a faite, à partir de cette analogie que je vais vous faire, était de dire non, 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 mais on n'attend pas de toi que tu sois mou, on attend de toi que tu deviennes un samouraï. Et l'étymologie de samouraï est la même que ministre. C'est un vieux verbe japonais, saburo, c'est-à-dire celui qui est au service, le ministère étant le serviteur du magistère. Et ce serviteur, c'est quoi? C'est un dirigeant qui comprend que plus il est en responsabilité, ou ce manager qui comprend que plus il est en responsabilité et plus il monte dans la hiérarchie, plus il va être au service d'un nombre de personnes important. Dit autrement, plus il va être en allégeance d'un nombre de personnes important et pas en pouvoir sur un nombre de personnes important. Et que ce samouraï, historiquement, quand le shogun relie le Japon au XVIe siècle, il va désigner dans la caste des guerriers les guerriers qu'il pense être le plus aptes à se mettre au service de la paix. Donc ce dirigeant samouraï, s'il a besoin d'une mythologie plus forte que la question de la paix qu'il verrait comme faible, c'est le dirigeant qui va être capable de dire, je suis prêt à ce courage-là, je suis prêt au courage du sensible, parce que je vais me mettre au service. Et ce samouraï a à son côté un sabre, qui n'est pas le sabre ni de la violence ni de l'humiliation, qui est un sabre très aiguisé, et c'est le sabre aiguisé du discernement, au même sens que le sabre qu'on trouve, ou le glaive qu'on trouve dans la Bible d'ailleurs. Quand Jésus dit, je ne vous ai pas apporté la paix, je vous ai apporté le glaive, ce que les idiots utilisent pour pouvoir agresser, bien évidemment que quand Jésus dit, je vous ai apporté le glaive, il n'est pas en train de parler de tuer, il est en train de parler du discernement. Ce que je vous ai apporté, c'est le glaive qui va vous permettre de trancher ce que vous êtes en train de vivre, qui va vous permettre de discerner là où vous avez envie et de ne pas vous laisser guider par vos élans, par vos peurs, par des émotions qui vous emmèneraient au mauvais endroit. Et elle est là, la puissance en fait de ce nouveau manager ou de ce nouveau dirigeant qui comprend que, je terminerai peut-être là-dessus sur cette réponse-là, qui comprend que le but de l'entreprise, et cette phrase on l'a posée en 2012 quand on a créé la chaire, le but de l'entreprise, c'est pas de maximiser le profit comme une fin en soi. Le but de l'entreprise, c'est s'inscrire dans la cité, renforcer le tissu social et contribuer au bien commun par les services, les produits et les richesses que l'entreprise génère. Il y a besoin de tout ça. Et donc, bien entendu, à ceux qui se poseraient la question, que les richesses ou que le profit, pour le dire autrement, existent, je préfère la question du bénéfice, parce que l'étymologie de bénéfice, c'est faire le bien. Alors, quoique l'étymologie de profit, dans son histoire, c'était ce qui me permet de me mettre en élan. Donc, si le profit, c'est mettre en élan, il me va toujours bien. Si le profit devient, plus tard dans les siècles, profiter d'eux, ça ne me va plus. Et Mm. en tout cas, c'est bien ça, c'est bien une inscription dans le vivant pour faire vivre les liens dans l'ensemble du vivant à travers ce que je suis capable de produire. Dit autrement, ça me permet de pleinement trouver ma place dans la vie, quoi que je fasse, que je sois opérateur, employé, manager, ouvrier, boulanger, ingénieur, peu importe, mon objet, c'est être en lien et jouer ma partition musicale à l'intérieur de cet orchestre-là. Peut-être un petit mot, parce que je pense qu'il est important sur la vision du profit, justement. Je me suis amusé pour une conférence il y a quelques mois à réfléchir à ça. Donc, ce que je vais dire n'est absolument pas académique. Il ne faut vraiment pas le retenir comme ça, parce qu'il va s'appliquer à très peu de lieux réels. Mais on pourrait imaginer, de façon explicative, trois temps dans la vie économique. Si on prend l'économie comme étant ce qui nous met en lien, d'accord? Ok. On va avoir un temps qui est le temps préhistorique. Dans le temps préhistorique, la question du profit n'est pas là. La question de l'économie du temps historique, c'est survivre. Et c'est ça, l'économie de la préhistoire, c'est comment je survis. J'ai besoin de manger, j'ai besoin que mes enfants mangent, et je ne suis pas sûr que ce soir, je vais pouvoir manger. Ça, c'est le temps préhistorique. À un moment donné, admettons que ce soit au Moyen Âge, va apparaître une autre question qui est, ben maintenant, je sais maîtriser le feu, je sais construire des maisons, je sais m'habiller. On n'est donc plus dans le temps de survivre, on va passer dans un temps qui est passer de survivre à vivre, et le temps 2, c'est passer de vivre à vivre mieux. Et là, Mm. la question du profit a du sens, y compris comme une fin en soi. Pour pouvoir vivre mieux, ben, j'ai besoin de gagner mieux ma vie.
Et ce temps s'est étiré jusqu'à aujourd'hui. Il est encore là aujourd'hui. Et bon nombre d'entre nous et énormément de personnes sur cette planète ne sont pas sortis du temps qui est survivre, hein. Si je regarde les Ouais. problèmes alimentaires, etc., c'est pour ça que je disais que c'est pas du tout académique et surtout pas universel, c'est vraiment juste explicatif. Mais donc, si on nous regarde, nous, ben, on pourrait dire on a eu un deuxième temps qui est le temps du profit comme une fin en soi. Simplement, on est arrivé là dans un temps dans lequel le mécanisme économique qu'on a mis en place pour ce profit comme une fin en soi dégrade, et dégrade énormément. Jusqu'au point où aujourd'hui, plus personne ne rigole, puisqu'au début, on nous riait au nez quand on le disait, jusqu'au point de la guerre réelle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on voit bien que les guerres réelles sont tout le temps sous-tendues par des problématiques économiques. Certains disent de pouvoir, mais derrière la question de pouvoir, c'est une problématique économique généralement. Et donc, dans ce troisième temps, si le premier disait passer de survivre à vivre, si le deuxième disait passer de vivre à vivre mieux, ben le troisième, il dit passer de vivre mieux à vivre ensemble. Parce que là, on n'a pas d'autre option. Je vais parler comme un ancien marin. On est sur un porte-avions là, et on n'en a qu'un, comme la France. Mm. Porte-avions, c'est la Terre. Et sur un porte-avions, qu'est-ce qu'on vous apprend très très vite? C'est les gars, on est tous ensemble ici, là. Ben, va falloir ensemble qu'on réfléchisse à comment on dure ici. Et ce temps 3 et le temps de la paix économique, c'est ce temps-là, c'est le temps du vivre ensemble. Donc le temps du lien, donc le temps de la contribution. Et c'est ça l'objet de l'économie. Rien n'empêche là-dedans, pour ceux qui en auraient besoin, et je pense qu'on en a tous besoin, rien n'empêche de se faire plaisir, rien n'empêche de vivre bien, ça n'a pas disparu. Par contre, la véritable question, c'est est-ce qu'on est d'accord, nous, de vivre bien quand d'autres meurent de faim? Là, il y a pour moi une question fondamentale. Et je ne parle pas des bonnes intentions ou de l'émotion négative que chacun d'entre nous a devant la télévision quand on voit des bombes tomber ou des gens mourir de faim, hein. Parce que devant un gros steak, on arrive à se dire, oh là là, qu'est-ce que c'est triste. Mais quand on est passé à l'image suivante, le steak est toujours là et on mange. La véritable question, c'est Ouais. comment je prends conscience que si eux meurent là-bas, nous sommes en train de mourir. Il y a une destruction. J'ai toujours du mal à entendre des gens qui sont capables de vous parler de la théorie du battement d'aile du papillon, mais qui, dans la foulée, n'entendent pas que si des Ukrainiens ou des Palestiniens ou des Israéliens meurent, alors nous sommes déjà en train de disparaître aussi. Les liens sont toujours à cet endroit-là. Merci Dominique. Je vois que les 16h15 et je crois que vous avez une contrainte Oui, désolé. derrière. Un immense merci. C'était Avec grand plaisir. absolument passionnant. Je vais peut-être couper, peut-être un dernier mot, si vous avez envie, avant de vous couper Non, je suis très heureux, l'enregistrement. merci. J'ai vraiment aussi un dernier mot, puisque très souvent, et ça fait quelques années maintenant, et c'est un bien, la question de l'environnement est très présente, et beaucoup d'entreprises se sont orientées vers la question de l'environnement, et je trouve ça fabuleux. Ce que j'aimerais dire à tous ces gens qui se sont orientés vers la question de l'environnement, c'est attention, un monde plus chaud sera un monde plus violent. Donc ne ratez pas complètement votre cible. C'est vrai qu'il faut s'occuper de l'environnement, mais si on n'intègre pas la question de la paix dans cette question de l'environnement, on va se retrouver face au mur et il risque de faire mal. Un grand merci, Dominique, d'avoir Avec plaisir. accepté ce moment d'interview et j'espère que plein de gens vont pouvoir entendre ce message essentiel. Merci à Très vous. bonne suite de journée. Au revoir, Dominique. Au revoir.